Alors c'est donc avec beaucoup d'émotion, d'intimidation et d'appréhension que je vais tenter de faire une synthèse de cette journée. Encore faut-il pouvoir imaginer qu'il soit possible de faire la synthèse d'une journée d'une telle densité, d'une telle richesse, avec de tels moments forts comme ceux qu'on a pu avoir ce matin. Et depuis hier, je me demande un petit peu comment j'ai pu accepter la proposition d'Emmanuel Hirsch avec tant de légèreté cet été. Mais bon. Voilà, beaucoup d'émotions. Ah oui, j'étais sur mon enceinte. Pour tout vous dire, voilà, j'étais en vacances. Alors beaucoup d'émotions aussi parce que c'est Madame Larocque qui devait être présente aujourd'hui, qu'elle ne peut pas l'être, et que je pense qu'on a tous en mémoire son intervention de l'an passé, tout en poésie et en sensibilité, et nous pensons bien fort à elle. Je vais donc tenter une synthèse avec l'injonction paradoxale qu'elle se réduise à 10 minutes, donc tenter une synthèse forcément subjective sous forme de morceaux choisis et à partir des invitations qui nous ont été données aujourd'hui et qui ont été très nombreuses. Souligner tout d'abord que cette université d'été est un bel exemple d'espace à penser entre professionnels, malades, représentants des familles et accompagnants. On ne peut que regretter qu'il n'y ait plus suffisamment ce type d'espace à penser dans nos institutions. Alors on l'a vu tout à l'heure, manque de temps, procédures envahissantes, protocoles, échelles à remplir, en tout cas mode de fonctionnement où les pressions économiques se font de plus en plus fortes. Mais je pense qu'il n'y a sans doute pas que cela. Il n'est pas facile de s'interroger, de se laisser travailler, se faire travailler, disent les psychanalystes. Et finalement, ce matin, on s'est laissé aussi travailler par les témoignages qui nous ont été confiés. Il n'est pas facile, je pense, de poser, et je pense que vous en êtes tous convaincus, il n'est pas facile de poser ces incertitudes ou d'interroger, voire de déconstruire ces certitudes, comme nous l'a dit M. Selkaldi, ou même d'en douter. Alors même que l'on sait bien par ailleurs que le doute est fécond et productif. Les espaces à penser, à partager, me semblent à défendre, à légitimer, et les situations cliniques du quotidien les légitiment. Ces espaces à penser sont sans doute à imposer même, dès lors qu'il y a rencontre entre vulnérabilités. La maladie d'Alzheimer rend vulnérable, elle rend vulnérable son entourage, mais elle nous rend aussi vulnérables, nous, professionnels. Nous savons bien que dépendance et vulnérabilité vont de pair et que leur proximité génère beaucoup d'ambivalence. Et finalement, il était question de beaucoup d'ambivalence dans les témoignages de ce matin, dans le film de Patrice Dubosc, où finalement on a eu à voir comme ça toute la palette des sentiments de ce que pouvaient ressentir les accompagnants. Alors l'ambivalence, elle est normale, elle est défensive, elle est adaptative, mais pour accompagner au mieux la personne dans ses choix, ses oppositions, ses consentements, encore faut-il qu'elles puissent être dites et partagées. Merci donc à l'EREMA, à Emmanuel Hirsch et à toute son équipe si chaleureuse pour ce bel exemple qui m'apparaît au terme de cette journée tout à fait réussi d'espace à penser. Alors beaucoup d'interventions, beaucoup de choses. J'ai été très sensible aujourd'hui finalement à différents niveaux d'analyse, d'expression et d'intervention. Le premier niveau, le récit du patient. Le patient à la première personne, c'est le témoignage de Blandine Prévost. Récit en première personne, certains parlent de patients experts, d'autosanté, toutes ces notions-là qui commencent à émerger, l'agentivité, etc. En tout cas, récit en première personne, avec une dimension émotionnelle très puissante associée, puisqu'elle éveille nos sensibilités et nos intimités au plus profond de nous-mêmes. Je crois qu'on a été un certain nombre à être bouleversés par son intervention. Ensuite, il y a le récit des accompagnants, pour reprendre votre terme, madame, le récit des accompagnants, avec également une composante émotionnelle forte associée. Et puis, finalement, un troisième niveau, ce sont les interventions des professionnels, un autre niveau d'expertise, j'ai envie de dire, professionnels à domicile, professionnels en institution.
Et finalement, c'est à partir des témoignages des patients, des malades, qu'il nous faut trouver, en quelque sorte, même si je n'aime pas très bien ce terme-là, des modélisations professionnelles, en tout cas des prises en soins les plus adaptées et au plus proches des personnes. Finalement, la question qui ressort peut-être de cette journée, c'est comment convertir ou comment s'approprier ce que les malades peuvent nous dire pour nous orienter vers des prises en soins les plus adaptées possibles pour eux. Et je crois que ce n'est pas seulement une visée éthique, pour reprendre une expression de Paul Ricoeur, c'est peut-être aussi une exigence éthique. C'est l'écoute de la maladie du malade, un terme de Canguilhem repris par quelqu'un de plus proche, Roland Gori. Qui peut mieux, en effet, que ceux qui sont touchés par la maladie pour dire ce qu'ils ressentent, ce qu'ils vivent, mais aussi ce qu'ils attendent des professionnels. L'écoute des patients permet donc d'ouvrir le champ et permet ainsi une construction intersubjective qui prend en considération la personne malade pour l'accompagner au mieux. Il a été beaucoup question aujourd'hui de dignité, dans une dimension implicite, je trouve, par la qualité des intervenants qui nous ont été proposés, mais aussi de manière explicite par M. Fiat ce matin, qui nous dit « la dignité n'est pas négociable, elle est intangible » et qui nous permet de distinguer une définition ontologique et puis une définition plus posturale avec le souci envers et contre tout, me semble-t-il, et c'est un petit peu ce qu'il disait également, de faire passer l'ontologique avant le postural. Cette journée, à mon sens, est sans doute aussi un bel exemple de maillage. Maillage entre témoignages, expression émotionnelle, expression d'affect aussi, et puis parole de professionnels. Cette journée m'amène aussi à penser que c'est aussi une université de l'humilité. On a beaucoup appris, d'où le terme peut-être université, mais université de l'humilité, parce qu'on se doit aussi d'être à la hauteur de ce qu'attendent les patients. On a le devoir, alors c'est peut-être un petit peu fort, mais il me semble au terme de cette journée qu'on a le devoir d'une compétence avec un souci éthique. Parce que les patients, et Madame Blandine Prévost nous l'a bien dit ce matin, parce que les malades comptent sur nous et qu'ils nous font confiance. Il en est donc de notre responsabilité, comme l'évoque Lévinas, cela me regarde, qui est mon affaire, parce qu'en retour, il en est aussi de notre propre considération et de notre propre dignité. C'est une dignité partagée. Ajouter aussi peut-être, je crois que je suis un petit peu dans les temps, parfait. Ajouter aussi que tout accompagnement nécessite un effort de construction éthique, construction ou déconstruction. Chacun verra. C'est la dignité posturale du professionnel qui affirmera, si besoin est, la dignité ontologique. Prendre soin de quelqu'un, d'une personne malade, n'est pas qu'une précaution de principe, elle engage très concrètement le professionnel. S'interroger, interroger nos pratiques professionnelles, c'est ce que nous avons fait aujourd'hui. Nous allons continuer demain, nous allons suivre nos interrogations demain. Et puis, il me venait aussi à l'esprit que finalement, cette université d'été nous permet de prendre le temps d'écouter, de partager, de communiquer. Prenons le temps et profitons bien. Profitons de la conférence qui va suivre. Il me semble là également que c'est l'enjeu pleinement réussi de cette première journée qui nous invite tout naturellement vers la seconde journée. Je vous remercie de votre attention.